Salut, c'est Raj pour Autodisciple. Aujourd'hui, on va voir tous les avantages, tous les bienfaits qu'il y a à avoir une personnalité dépressive, obsessive, maniaque et bipolaire. C'est la thèse de Nassir Ghaemi que, en temps de crise, les seuls bons leaders, les seules bonnes personnes pour nous inspirer et nous diriger sont des personnes qui ont des problèmes mentaux. C'est ce qu'il écrit dans Live First White Madness. C'est le 5e livre que je résume pour ce projet 30 jours, 30 livres. On est aujourd'hui bien le mercredi 27 janvier. Je prends pas le Parisien le mercredi. Et voilà, je vais résumer avec vous les différentes idées de ce livre et vous allez découvrir que effectivement les personnalités dépressives sont souvent plus réalistes que les autres, ont plus d'empathie, ont plus de capacité à se mettre à la place des autres et à ressentir ce qu'elles ressentent, que les personnalités maniaques sont souvent plus créatives, plus obsédées par un problème et capables de le résoudre, que les personnalités bipolaires ont souvent aussi la capacité à avoir plus d'idées sur un sujet et peuvent plus facilement résoudre des problèmes, que les personnalités, que les gens qui ont vécu des chocs importants, des traumatismes importants ont plus de résilience et plus de résistance donc, dans les périodes difficiles. Et donc pourquoi est-ce que les gens qui sont dépressifs et qui ont ces personnalités anormales et qui ne sont pas forcément heureux sont les personnes dont on a besoin en période de crise pour nous sortir de ces crises-là. Et donc il est question de plusieurs personnalités importantes dans ce livre. Vous allez le voir, qu'il s'agisse de Martin Luther King, Gandhi, Kennedy, Churchill, et d'autres personnalités américaines, enfin beaucoup de gens qui ont marqué l'histoire en temps de crise étaient souvent des gens qui étaient dépressifs, qui ont tenté de se suicider, etc. Et on le sait pas forcément, c'est pas forcément ce qui est le plus médiatisé. Donc première idée du livre, c'est qu'effectivement les gens qui sont dépressifs sont plus réalistes. Ça paraît contre-intuitif, on a tendance à croire que les gens dépressifs ont une vision très négative et très pessimiste du monde, mais c'est pas le cas en fait. La norme et l'état d'esprit, enfin la mentalité saine, c'est d'être optimiste, c'est de pas avoir une vision réelle du monde. Donc pour ça, il y a plusieurs tests qui ont été faits, plusieurs études sur des groupes d'étudiants qui montrent qu'effectivement les gens qui ont été dépressifs dans leur vie sont davantage capables de faire la différence entre la chance et de faire la différence entre leur responsabilité et le hasard. Donc il y a une expérience qui est intéressante, qui est un peu complexe à expliquer là maintenant avec des mots, mais en résumé, ce qu'il explique dans une expérience, c'est que quand des étudiants n'ont jamais eu de phase dépressive dans leur vie, ils ont tendance à croire que quand ils jouent à pile ou face, et qu'ils ont de bons résultats à pile ou face, ils ont plutôt tendance à croire que c'est parce qu'ils jouent bien à pile ou face. Pour résumer un peu de manière caricaturale. Si vous n'êtes pas dépressif et qu'on vous met dans des conditions expérimentales dans lesquelles vous allez jouer à pile ou face et que vous allez avoir des résultats qui vont varier, hein, par exemple vous pariez face à chaque fois et puis vous gagnez plus souvent que 50% des cas, si vous n'êtes pas dépressif, il y a un truc qui fait que vous avez tendance à croire que c'est grâce à vous, que c'est grâce à votre manière de jouer, que vous pouvez vous améliorer. Alors que les personnalités dépressives sont pas du tout comme ça et comprennent très bien que quand elles jouent à pile ou face, c'est totalement lié au hasard et que leur action finalement n'a pas de cause et n'est pas responsable des conséquences. C'est un phénomène naturel, un phénomène normal de s'attribuer beaucoup plus de responsabilités quand on a un succès. C'est un phénomène naturel de ne pas voir le hasard. C'est expliqué aussi beaucoup plus en profondeur dans un autre livre que je lis en ce moment qui s'appelle Le hasard sauvage, je suis à moitié, qui est extrêmement intéressant, qui explique que le hasard a une place extrêmement importante dans notre vie et on n'en est pas conscient du tout. On a toujours tendance à croire que dès qu'on a un succès, c'est forcément parce qu'on a bien agi, c'est forcément parce qu'on a suivi la bonne recette, c'est forcément parce qu'on en est responsable. Et c'est un phénomène sain, c'est un phénomène normal psychologiquement, mais c'est pas quelque chose de réaliste. Et les gens qui sont dépressifs sont plus réalistes que les autres. C'est ce que nous explique Nassir Ghaemi. Donc il y a cette expérience de la pièce de pile ou face qui est intéressant. Il y a d'autres expériences dans le même genre qui montrent que les gens dépressifs ont plus de réalisme parce que finalement c'est parce qu'ils sont plus réalistes qu'ils sont plus dépressifs que les autres. C'est parce qu'ils sont plus réalistes qu'ils ont peut-être moins la capacité à avoir une vision positive de l'avenir,
dans les périodes difficiles. Il explique par exemple que c'est un phénomène naturel et sain pour les gens qui ont des maladies graves de croire qu'ils ont plus de chances que les autres de s'en sortir, alors que c'est pas le cas, ils sont comme tout le monde. Et voilà pour la partie en ce qui concerne le réalisme des gens qui sont dépressifs. En soi, c'est une mauvaise chose pour soi-même parce que ça nous rend plus malheureux, on a moins conscience qu'on peut agir et s'en sortir, et voilà, faire des choses pour être plus heureux et réussir dans la vie, mais en même temps, pour la société, ça peut être un avantage, par exemple, dans le cas de Winston Churchill. Ce qu'il explique, c'est que Winston Churchill est un cas typique de personnalité très dépressive qui a compris, contrairement à Chamberlain, que la menace nazie était une menace réelle et qu'il fallait prendre au sérieux cette menace et pas penser que les Anglais pouvaient négocier et espérer la paix avec les nazis. C'était le seul à être réaliste à l'époque, et Churchill est vraiment un cas typique de personnalité anormale, de personnalité malsaine. Il était dépressif jusqu'à la fin de sa vie, malgré tout ce qu'il avait réalisé. Il avait aussi une personnalité parfois hypertimique, c'est-à-dire extrêmement hyperactive, et il avait une manière de parler, une répartie, un humour qui est assez rare et qui caractérise ces personnalités anormales. Et c'est précisément parce qu'il avait cette personnalité anormale qu'il était plus réaliste que les autres. Il n'était pas aveuglé par l'optimisme naturel que les gens normaux et que les gens sains d'esprit ont. Donc ça, c'est la première chose, les gens dépressifs sont plus réalistes. Un autre point qui est évoqué dans le livre et qui est très intéressant, c'est le fait que les gens qui sont passés dans leur vie par des périodes noires, par des périodes sombres, par des traumatismes, ont beaucoup plus de résilience que les autres. Ça a été étudié notamment pendant le 11 septembre aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vécu un événement traumatique à ce moment-là. Et ce qu'on a observé, c'est que les gens qui avaient déjà vécu dans leur vie avant des événements traumatiques étaient beaucoup moins traumatisés par le 11 septembre. Ils étaient beaucoup plus résilients que les autres. Donc ça, c'est un des avantages qu'on peut avoir à avoir vécu des choses difficiles dans son enfance ou dans sa vie, c'est qu'on est beaucoup plus armé pour l'avenir, on est beaucoup plus capable d'affronter les imprévus ensuite. Autre point important dont il est question dans le livre, c'est l'intérêt d'avoir une personnalité bipolaire ou cyclotimique pour être plus créatif que les autres. La créativité, c'est un phénomène assez étrange, dont il est question dans un autre livre que je résumerai plus tard, mais le fait d'être capable d'avoir plusieurs points de vue en même temps, et c'est assez facile pour les gens qui ont des personnalités très variantes et très cyclotimiques, c'est-à-dire des personnalités qui ont des bas qui sont très bas et des hauts qui sont très hauts. Il y a 3 types de personnalités un peu anormales dont parle la Sirgami, c'est les personnalités hypertimiques, c'est-à-dire les gens qui ont trop d'énergie en eux, qui bougent dans tous les sens, qui dorment pas beaucoup. Les personnalités dysthymiques, qui sont les gens un peu refermés sur eux-mêmes, un peu introvertis, très anxieux. Donc, comme exemple de personnalité hypertimique, il y a Kennedy. Comme exemple de personnalité dysthymique, il y a Gandhi. Et puis il y a un autre type de personnalité qui sont les personnes cyclotimiques, qui ont des phases très basses et très hautes. Et donc ce type de personnalité, qui correspondent aussi aux personnalités bipolaires, sont beaucoup plus aptes à avoir de nouvelles idées. Parce qu'elles sont capables d'avoir plusieurs points de vue à l'intérieur même de leur tête. Et ça, c'est une des clés de la créativité. Et aussi, elles passent par des phases maniaques, par des phases obsessives, pendant lesquelles elles vont avoir beaucoup d'idées différentes sur un sujet. Dans le livre, il est question de flight of ideas. Je sais pas comment traduire ça, disons un flot d'idées, une inondation d'idées extrêmement rapide qui font que ces personnes ont parfois plein d'idées en même temps, ils vont dans tous les sens et ils peuvent traduire ça par le fait d'écrire beaucoup, le fait de lire beaucoup, de dessiner beaucoup, enfin de faire quelque chose de manière excessive pendant une période de temps assez courte et d'être hyper concentré sur un point pendant quelques temps. Et ce phénomène-là, ça permet de résoudre des problèmes beaucoup plus facilement. Darwin, par exemple, expliquait, pour lui, selon lui-même, c'était pas du tout un génie, c'était quelqu'un de normal, c'était quelqu'un de pas très intelligent, mais qui était obsédé par une idée et qui était capable de poursuivre cette idée jusqu'au bout, même si tout le monde autour de lui considérait que c'était un peu ridicule, même s'il avait aucun soutien. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette personnalité un peu obsessive qui fait qu'il a réussi à aller au bout du problème et trouver la solution. Je bois un peu parce que...
j'évite de faire du montage dans ces vidéos. Donc si vous avez une personnalité bipolaire et un peu des phases maniaques, vous avez plus de chances d'avoir de nouvelles idées. Un point pour aller un peu plus loin sur cette question de la créativité. Donc la créativité, voilà, donc on a vu que c'est la capacité à avoir beaucoup d'idées sur un sujet, la capacité à avoir une indépendance de caractère par rapport au regard des autres et aller loin sur une idée un peu différente. C'est le fait d'être capable d'avoir plusieurs points de vue, parce que ce qui explique un autre auteur qui s'appelle De Bono dans Lateral Thinking, c'est que ce qui fait votre capacité à innover, à penser différemment, c'est votre capacité à ne pas penser en termes de catégories. Pour communiquer entre nous, pour avoir des idées en groupe, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pratiquent le brainstorming. Malheureusement, c'est pas la meilleure manière d'avoir une idée. En général, les bonnes idées, elles viennent d'une seule personne. Pourquoi ? Parce que quand on communique entre nous, on utilise des mots, on utilise des catégories, on utilise des catégories simplement qui existent déjà. Et par conséquent, on est soumis à un langage particulier, on est soumis à des préjugés particuliers, on est soumis à une vision des choses qui existe déjà et qui n'est pas vraiment nouvelle en fait. Quand on communique, on ne peut pas vraiment dire des choses nouvelles parce qu'on utilise des mots qui existent déjà et qui permettent de décrire des réalités qui existent déjà depuis longtemps. Avoir de nouvelles idées, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement de manière visuelle, c'est ce qui nous explique De Bono, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus intérieurement, à l'intérieur d'un langage visuel qui ne passe pas par les mots, qui ne passe pas par les catégories existantes, et donc c'est plus facile de le faire en soi, tout seul. Et donc pour avoir ces bonnes idées et avoir encore plus de créativité, avoir plusieurs personnalités, avoir une personnalité bipolaire, à la fois très basse et très haute, c'est un bon moyen d'être deux personnes en une seule personne. Et quand vous avez plusieurs personnalités, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir plusieurs angles de vue sur un seul et même sujet, et vous avez beaucoup plus de chances de penser de manière visuelle sur ce sujet sans avoir à communiquer avec quelqu'un d'autre en utilisant les catégories existantes. C'est ce que je vous dis, vous paraît encore compliqué, je ne suis pas sûr que ce soit très clair. Regardez la vidéo suivante où je parlerai de la pensée latérale. C'est un sujet passionnant aussi, mais on en parlera plus tard. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les dépressifs étaient plus réalistes et que les bipolaires étaient plus créatifs que les autres. Donc, si vous avez ces personnalités un peu bizarres, si vous avez des phases dépressives, si vous avez des phases bipolaires très différentes les unes des autres, c'est une bonne chose. Les gens qui sont passés par des phases traumatiques sont aussi plus résilients, Et voilà, un autre point évoqué par l'auteur, c'est le fait que Gandhi et Martin Luther King, qui ont des parcours finalement très similaires, qui est un parcours de libération par le mouvement de la non-violence, ont aussi une histoire psychologique très similaire. Ces deux personnes ont fait des tentatives de suicide dans leur enfance. Ces deux personnes sont passées par des phases de dépression importantes au début de leur vie, au milieu de leur vie et juste avant leur mort. Et c'est pas un hasard. Le fait que toutes ces personnalités dépressives importantes aient eu des positions importantes et que tous les grands leaders en période de crise aient eu souvent des personnalités dépressives, c'est pas un hasard. En l'occurrence, si ces deux personnes étaient plus dépressives et avaient ces personnalités bizarres, c'est parce qu'elles étaient aussi plus empathiques. Le fait d'être passé par ces phases dépressives, le fait d'avoir ressenti beaucoup d'émotions négatives à ce moment de leur vie, ça leur a permis d'être plus liés aux autres, de se mettre davantage à la place des autres et voilà, de ne pas avoir une attitude violente vis-à-vis des autres. Ce qu'il explique, c'est que le fait de défendre la non-violence, c'est totalement lié à leur dépression. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand on parle de la non-violence, on a tendance à croire que c'est des gens que Martin Luther King et Gandhi, c'était des gens qui étaient optimistes et qui avaient une bonne vision de l'humanité, qui pensaient que l'être humain était fondamentalement bon, mais c'est pas du tout le cas. Pour Martin Luther King comme pour Gandhi, l'homme est fondamentalement mauvais et il est fondamentalement violent. Le parcours de la non-violence, c'est de retourner cette violence innée contre soi-même. Et le résultat de retourner cette violence contre soi-même, c'est la dépression fondamentalement. Et ça se vérifie dans leur vie. Pourquoi ? Parce que, et c'est un peu la théorie des psychologues ou des psychanalystes, je sais pas, c'est que si vous refoulez quelque chose, si ce désir de violence il est refoulé, forcément il va se retourner contre vous
et vous allez vous refermer, vous serez malheureux. Martin Luther King et Gandhi, à la fin de leur vie, étaient très malheureux, tout comme d'ailleurs Winston Churchill, alors que si vous pensez à ces trois personnes, le premier a libéré l'Inde, l'autre a établi l'égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, et puis l'autre a combattu le nazisme et voilà, libéré l'Europe. Enfin, ces trois personnes ont réalisé de grandes choses, et ces trois personnes, à la fin de leur vie, après avoir réalisé ça, étaient dépressives, pessimistes, et pas du tout fières d'elles. Alors, ce qu'on explique dans l'histoire, c'est que c'est pas parce qu'ils avaient un tempérament dépressif, et c'est pas pour des raisons psychiatriques, non, c'est parce que ils avaient des raisons à ça. Gandhi était dépressif et triste à la fin de sa vie parce que en Inde, les musulmans et les hindous n'étaient pas liés et que deux États allaient être créés. Martin Luther King était dépressif à la fin de sa vie, soi-disant parce que le mouvement pour les droits des Afro-Américains se séparait et que voilà, il y avait de plus en plus de gens qui s'éloignaient de la non-violence. Et Winston Churchill serait dépressif à la fin de sa vie parce que le communisme prenait de plus en plus de place et envahissait de plus en plus l'Europe. Sauf que ce qu'explique Nassir Ghaemi, c'est que c'est pas forcément ça, c'est pas parce qu'il y a des déclencheurs réels et factuels à leur dépression à la fin de leur vie qu'ils n'étaient pas naturellement dépressifs et qu'ils n'avaient pas un tempérament dépressif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont dépressifs le sont pour des raisons concrètes, ils le deviennent parce qu'il y a un déclencheur réel, bien observable, et ils ont l'impression que ça fait pas partie de leur personnalité, ça fait pas partie de leur tempérament, ils ont l'impression que c'est simplement causé par les faits, par la réalité. Et les historiens nous expliquent ça tout le temps, c'est que finalement, ils étaient simplement, s'ils avaient des personnalités un peu bizarres, un peu dépressives, etc., c'est simplement parce qu'ils étaient dans des situations exceptionnelles, et voilà que par conséquent, ils réagissaient de manière extrême à ces situations, sauf que avant même d'être importants, avant même d'être célèbres et d'avoir un impact politique et d'être dans cette situation difficile, ils avaient déjà les mêmes traits de personnalité, ils avaient déjà les mêmes tempéraments, et ils passaient déjà par les mêmes phases difficiles psychologiquement. Donc tout ça peut paraître un peu... le livre est quand même un peu attristant, c'est quand même un peu fataliste, on peut avoir l'impression que c'est un peu impossible quasiment de sortir de ce type de personnalité dépressive, mais c'est quand même encourageant parce que ça permet de moins juger les gens qui sont passés par là, de moins juger les gens qui ont ce type de personnalité, de moins vous juger vous-même si vous avez un peu ce type de personnalité. Moi je me suis pas mal reconnu finalement dans pas mal de passages, notamment sur la bipolarité, c'est un peu inquiétant, mais ça permet de se dire qu'on a finalement beaucoup d'avantages en ayant ce type de personnalité bizarre. On a beaucoup d'avantages et on peut beaucoup plus apporter au monde que ce que l'auteur appelle les homoclites. Les homoclites, c'est les gens normaux, c'est les gens qui sont sains d'esprit, c'est les gens qui sont plus heureux, c'est les gens qui n'ont pas besoin de réaliser de grandes choses, qui n'ont pas besoin de se mettre dans des situations nouvelles, effrayantes et chaotiques. C'est la grande majorité des gens en fait. Et ce qu'il explique, c'est que les homoclites sont en fait des gens très dangereux en période de crise. Il explique par exemple que tous les leaders nazis, même si Hitler était clairement fou et avait clairement une personnalité bipolaire, clairement une personnalité folle, il explique que pourtant les leaders nazis, tous les gens en dessous de lui, étaient normaux, c'était des homoclites, c'était des gens sains d'esprit. Ils avaient absolument rien de bizarre dans leur personnalité. Ça a été vérifié notamment par les tests je crois qu'on appelle ça les tests de Rorschach, enfin bref, les tests où on voit des images, des taches d'encre et on doit essayer d'imaginer à quoi correspondent ces images. Il y a eu différents tests qui ont été faits comme ça sur les leaders nazis après les jugements, et on a observé que en fait, ces gens étaient totalement normaux. Pourquoi ? Parce que les homoclites suivent le mouvement, ils ne pensent pas différemment. Et en temps de crise, les homoclites ne doivent pas nous diriger. Il prend l'exemple de plusieurs dirigeants aux personnalités saines, aux personnalités homoclites comme George W. Bush et Tony Blair, et explique que ces personnes étaient les mauvaises personnes au moment où ils gouvernaient, quoi. Notamment au moment du 11 septembre, George Bush, même si on critique beaucoup son intelligence et sa personnalité, en réalité c'est quelqu'un de plutôt intelligent, c'est quelqu'un de plutôt sain d'esprit, de plutôt normal, et sa réaction au 11 septembre, c'est une réaction typique de quelqu'un de sain d'esprit, de quelqu'un d'homoclite. Pourquoi ? Parce que il est attaqué, il réagit, il prend la mauvaise décision, parce que c'est ce qu'aurait fait n'importe quelle personne saine d'esprit à sa place. Alors que quelqu'un de dépressif, quelqu'un de bipolaire, quelqu'un de créatif, et donc quelqu'un de réaliste et quelqu'un d'empathique, aurait bien su réagir à cette situation-là.
c'est plus expliqué en détail dans le livre. Mais voilà, faut bien comprendre que c'est pas forcément un avantage d'être dirigé par des personnes saines d'esprit. Voilà. Voilà pour tous les bienfaits de la dépression, tous les bienfaits des personnalités bipolaires. Il y a beaucoup plus dans le livre, je conseille vraiment de le lire, c'est extrêmement intéressant. Si ça vous a paru un peu compliqué en le lisant, ça sera beaucoup plus simple, je sais pas s'il est en français encore, mais c'est un livre qui moi a vraiment changé ma vision des choses. Il faut savoir que je pense que vraiment en France tout le monde devrait lire ce livre parce qu'on vit vraiment dans un... La plupart des gens qui me regardent sont en France, hein, c'est pour ça que je dis ça. Vous avez peut-être remarqué que souvent dans les débats, même dans les débats politiques, les gens débattent surtout de leur personnalité souvent. On va accuser quelqu'un d'avoir tort parce qu'il est obsédé, parce qu'il refoule certaines choses, parce qu'il est pervers, parce qu'il a un problème psychologique. On a souvent cette tendance à dire que parce qu'une personne a des troubles mentaux, elle est dans l'erreur, ce qui est complètement faux. À la fois déjà parce que de toute façon, c'est pas un argument, ça s'appelle une attaque ad hominem. Quand quelqu'un est une mauvaise personne ou quand quelqu'un est une personne avec des troubles mentaux, ça veut pas dire qu'elle a tort. C'est pas du tout lié en fait de manière logique. Mais en plus de ça, avec ce livre, on comprend que les gens qui sont dépressifs, les gens qui ont des problèmes mentaux, parfois sont plus réalistes, sont plus créatifs, sont plus intelligents en somme, sont plus empathiques et ont juste de meilleures personnalités pour résoudre les problèmes que les autres. Donc c'est pas du tout un argument d'accuser les gens d'avoir des troubles mentaux, c'est pas du tout un argument pour un homme politique ou pour une personne qui veut prendre de la place politiquement, qui veut inspirer les autres, de dire qu'il est sain d'esprit, qu'il est normal. C'est pas du tout nécessaire. On a besoin de gens normaux. Et ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est peut-être encore plus important que le combat contre le racisme, c'est le combat contre la haine et les préjugés contre les gens qui sont pas sains d'esprit, qui sont pas normaux. Avoir des troubles mentaux, c'est pas forcément être complètement fou. Dans le livre, il est question de gens qui sont pas fous, hein, qui n'ont pas forcément des hallucinations, et qui sont pas schizophrènes, voilà, qui ont juste des personnalités un petit peu bizarres et en dehors de la norme. Et voilà, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus positive par rapport à ces personnes. Donc si vous reconnaissez un peu là-dedans, ça va vraiment vous servir. Si vous avez le sentiment, si vous êtes passé par des phases que vous pensez un peu dépressives, si vous avez une personnalité très anormale, très changeante, ce livre va vraiment vous faire du bien, je vous le conseille. Il est question surtout du monde anglo-saxon, donc des fois c'est un peu dur de se repérer quand on... Moi je connais pas forcément très bien l'histoire du monde anglo-saxon, et des présidents américains, etc. Mais voilà, ça s'applique très bien aussi à l'histoire de France. J'ai fait des petites recherches et effectivement, le général de Gaulle était aussi un dépressif, Napoléon était un dépressif, Jeanne d'Arc avait des hallucinations. Voilà, c'est vrai, je pense, dans toutes les histoires, pour tous les pays. Et il n'y a rien d'autre à dire sur ce livre, hein, si ce n'est qu'on parlera davantage des deux sujets qu'on a évoqués rapidement, de la créativité et pourquoi la logique n'est pas forcément le meilleur moyen d'atteindre la créativité, pourquoi il faut avoir plein d'idées parfois et une personnalité un peu différente pour avoir de bonnes idées. On verra ça dans La pensée latérale de Bono. Et comment on est souvent dupé par le hasard, qui est le livre Le hasard sauvage de Nassim Taleb. On en parle très bientôt. J'ai pris un peu de retard dans les vidéos. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un problème de carte mémoire. Parce que j'ai eu des trucs à régler quoi, pour mon business. Mais pour ça, en fait, du coup, j'ai lu plus de livres. Et là, je suis déjà à 1, 2, 3... Enfin bref, j'ai 4 livres à résumer que je vais résumer maintenant d'ailleurs. Tout ça, lateral thinking, règles, food rules, essential of the habits, comment créer des habitudes zen. Voilà, j'ai lu tout ça, donc on se retrouve bientôt et passez une très bonne journée. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la lettre pour recevoir des petits courriers, des petits messages sur la motivation, sur la créativité, sur la productivité. Et abonnez-vous pour m'aider à atteindre 100 000 abonnés en 1 an, c'est mon objectif. Et on se retrouve très bientôt. C'était Raj pour Autodiscipline.